Alors, se situer dans une perspective européenne est assez logique, puisque même si les programmes de clémence sont antérieurs au règlement à 2003, on sait que la mise en place du réseau a joué un rôle pratique fondamental dans la généralisation des programmes de clémence. Et l'on sait également que la convergence des programmes de clémence est toujours présentée comme l'un des succès du réseau européen de concurrence. Un exemple donc très net dans un domaine qui devrait relever de l'autonomie procédurale, d'un rapprochement des législations. Alors il y a eu une réflexion, donc un groupe de travail au sein du réseau dès sa mise en place en mai 2004, qui a abouti, comme vous le savez, à l'adoption en 2006 d'un premier programme modèle de clémence. Et le temps a passé, il fallait tenir compte des expériences acquises, et c'est la raison pour laquelle une révision est intervenue en novembre 2012. Alors les changements sont mineurs, on peut dire, les améliorations d'ordre très technique, mais cela a pour conséquence que l'on peut espérer que l'adaptation des programmes nationaux, qui n'est pas imposée puisque c'est un texte de pure soft law, mais qui est souhaitable, on peut souhaiter donc que cette adaptation se fasse sans trop de difficultés. Cela étant, cette révision éventuelle des programmes nationaux pour suivre le nouveau programme modèle et surtout l'occasion de s'interroger sur le point de savoir s'il ne faut pas aller au-delà et tenir compte des expériences acquises pour réformer les programmes, comme l'ont fait d'ores et déjà certains de nos voisins. Alors, pour traiter de ces sujets, j'ai à mes côtés des personnes particulièrement autorisées que je vais mentionner dans l'ordre alphabétique. Donc, tout d'abord, M. Pablo Amador Sanchez, qui est conseiller clémence de l'autorité néerlandaise de concurrence, autorité néerlandaise qui vient de réviser son programme de clémence. Puis, à ma droite, Umberto Bercanic, que je ne présente plus, rapporteur général adjoint à l'autorité de la concurrence. Marisa Tierno Centella, de l'unité cartel de la Commission européenne, que vous connaissez également. Et puis, plus besoin d'être présenté non plus, Antoine Winkler, avocat. Alors, nous avons listé un certain nombre de questions, liste qui a d'ores et déjà un petit peu changé après les débats de la première table ronde et qui sera sans doute encore amenée à évoluer au cours des débats. Et nous avons décidé de concentrer nos réflexions, ce sera l'essentiel du débat, et peut-être uniquement ce point sera traité, tout dépendra du temps. Nous avons décidé de nous concentrer sur ce que l'on appelle aux États-Unis le Corporate Leniency Program, tout simplement parce qu'en Europe, nous sommes presque tous dans un modèle administratif, et comme vous le savez, les programmes de clémence s'adressent aux entreprises, mais nous terminerons en disant quand même un mot, notamment au travers de l'expérience néerlandaise, des programmes de clémence qui s'adressent aux personnes physiques. Alors, pour aborder le premier point, donc l'évolution possible des programmes destinés aux entreprises, comme j'ai mentionné il y a un instant, la révision du programme modèle de 2006, je vais demander dans un premier temps et très brièvement à Umberto d'indiquer quels sont les changements éventuels que l'adaptation du programme français pourrait voir compte tenu de ces révisions. Umberto, je vous laisse la parole. Merci Laurence. Alors effectivement, en France, la révision du programme de clémence est en réflexion, et en réalité, réviser ce programme de clémence a trois
objectifs ou trois motivations. La première, et celle sur laquelle je vais revenir principalement, c'est que le programme modèle européen a changé et qu'il y a un certain nombre de mises à jour à faire sur ce point. Mises à jour qui, sur un point principal, qui est celui des demandes sommaires, auront des conséquences pratiques et, a priori, simplifieront la procédure française. Je reviendrai tout à l'heure sur les deux autres sujets. Les autres sujets, c'est d'abord de mettre à jour notre communiqué de procédure compte tenu des évolutions jurisprudentielles ou dans notre pratique ou des choses qu'on a vues dans la pratique, et c'est un peu le capitaliser sur les succès. Et puis l'autre question sera de savoir si on peut améliorer le programme de clémence pour dissiper le brouillard, s'il en reste un peu, pour essayer de rendre les arbitrages et les anticipations plus claires. Et c'est pour ça que le questionnaire a eu lieu, et c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir en discuter avec la Commission et avec les avocats et avec les Pays-Bas, puisque c'est la partie à prendre des autres dans notre révision du communiqué. Alors, sur le programme modèle, globalement, Eric vous l'a dit tout à l'heure, compte tenu de l'échelonnement dans le temps, notre communiqué de procédure était déjà très proche et déjà très inspiré du premier programme modèle. C'est vrai qu'il y a eu des modifications qui sont assez techniques et assez procédurales, donc je ne reviendrai pas sur les modifications du programme modèle que nous allons mettre en place dans notre révision. Alors, en termes de clarification, il y a deux sujets qui sont assez raccords avec notre pratique décisionnelle actuelle, et donc vraisemblablement on incorporera, c'est des précisions sur l'obligation de coopération et les conséquences d'un manquement à l'obligation de coopération, et puis des précisions sur les obligations de confidentialité. Et puis alors, il y a un sujet procédural qui est celui des demandes sommaires. Donc, je vais pas revenir en détail sur ce qu'est une demande sommaire, je pense que tout le monde le sait, mais en très gros, l'idée est la suivante. Compte tenu du fait, vraisemblablement pour des questions d'autonomie procédurale, qu'il n'y a pas de guichet unique en clémence en Europe, quand une entreprise fait une demande de clémence à la Commission parce qu'elle considère que la Commission serait la mieux placée pour traiter son cartel, elle a néanmoins la possibilité, et dans certains cas, et c'est sage de sa part, d'aller faire des demandes également dans les États membres, histoire de se protéger dans le cas où il y aurait une réallocation du cas à un moment ou à un autre de la procédure. Et pour que cette demande supplémentaire, qui est justement la demande sommaire, ne soit pas trop lourde, on a prévu des formalités simplifiées. Au moment du précédent programme modèle, cette possibilité n'était disponible que pour les rangs 1A. Pourquoi on l'avait fait que pour les rangs 1A ? Peut-être que Marissa aura d'autres explications, mais la principale que je vois, c'est qu'on considérait à l'époque que pour le premier demandeur de clémence, la question se posait véritablement de savoir qui serait l'autorité qui serait en charge du cas, alors que l'idée était que pour un rang 2, la procédure avait un peu avancé, et donc c'était plus clair de savoir qui, in fine, allait traiter le cas, la commission ou une autorité nationale. On s'est rendu compte, en fait, avec le temps depuis, que c'était pas toujours aussi simple que ça, et puis que même quand c'était clair de savoir qui allait traiter le cas, et notamment la commission, qu'il était finalement assez fréquent, et à bien y réfléchir, assez naturel, que les entreprises néanmoins veuillent se prémunir de l'hypothèse où un bout du dossier serait détaché à un moment et réalloué à une autorité nationale. Et donc on avait quand même, dans des cas où il y avait une compétence assez clairement déterminée sur le principal du dossier de la Commission européenne, des demandes de clémence de la part du demandeur à la Commission. Et ça, en France, ça nous posait un problème pratique, c'était que quand on avait un rang 2 qui venait alors que le cas était à la Commission, on était techniquement tenu, compte tenu de la rédaction de notre communiqué de procédure, de faire une demande complète de clémence. Et donc ça veut dire que le demandeur de clémence devait faire une déclaration complète avec l'intégralité des documents. Alors, pour aller très vite, c'est cette situation-là qui est modifiée dans le programme modèle, et c'est cette situation-là que nous allons vraisemblablement changer dans notre communiqué de procédure. En gros, à partir de maintenant, enfin de bientôt, les demandes sommaires seront ouvertes également pour les rangs 2, qui présenteront les éléments minimum à l'autorité pour que l'autorité nationale de concurrence puisse savoir de quelle pratique on parle et puisse savoir sur quelle pratique exactement un rang est demandé, et un marqueur qui aura les effets d'un marqueur indéfini est demandé.
afin que si un jour il y a une réallocation, l'entreprise qui avait fait sa demande de clémence principale à la Commission et sa demande sommaire à l'autorité nationale puisse reprendre son rang, qu'il s'agisse d'un rang 1 ou d'un rang 2 et d'un rang 2 et suivant. Pour être complet sur la question, en fait, c'est une difficulté qu'on avait déjà anticipée actuellement en France. Et donc actuellement en France, on a déjà un statut hybride de demande principale, mais pas complètement complète, pour qu'en gros, actuellement, un demandeur de rang 2 qui viendrait dans la situation où il pourrait attendre une demande sommaire, mais que le texte français ne nous permet pas d'avoir, il ait les mêmes protections, tout en n'ayant pas besoin de donner l'intégralité des documents. Mais vous comprendrez, peut-être déjà en n'étant pas sûr d'avoir complètement suivi ce que je viens de dire, que quand j'ai un avocat en ce moment qui m'appelle et qui me dit « Moi, j'ai une demande à la Commission, je voudrais faire une demande de protection en France, comment je fais ?» Je lui réponds, selon les cas, eh ben, si vous êtes en rang 1, ça s'appelle une demande sommaire, vous me donnez le minimum d'informations et vous êtes protégé jusqu'à une éventuelle réallocation. Et si vous êtes numéro 2, ça s'appelle pas une demande sommaire, vous me donnez quand même les mêmes éléments, mais ça n'a pas exactement le même nom et ça a les mêmes effets. Bon, j'ai eu plusieurs fois, dans les 6 derniers mois, ce genre de conversation au téléphone avec des avocats, et même au téléphone, je pouvais voir les yeux de l'avocat s'ouvrir grand et me dire « mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» etc. On finissait la discussion, je lui disais « vous inquiétez pas, venez, je vous expliquerai, vous aurez un papier qui, selon le cas, n'aura pas exactement le même en tête, mais la situation et la protection de votre client sera la même. » Au bout de 2, 3 ou 4 explications, le débat a été réglé, la protection a été donnée, mais vous comprendrez bien pourquoi je disais tout à l'heure que pour technique qu'elle soit, cette modification simplifiera beaucoup la procédure dont j'ai entendu qu'elle était un peu lourde chez nous et sur le point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Merci beaucoup, Umberto. Marisa, voulez-vous ajouter quelque chose, le point de vue de la Commission, puisque là, nous sommes dans une relation verticale? Non, je pense que Umberto a très bien expliqué pourquoi on l'avait fait, comme on l'avait fait au commencement et pourquoi on a changé d'avis. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'on a introduit la possibilité de faire des mises à jour des demandes sommaires pour pouvoir être sûr que si on apprend plus sur les pratiques, on peut, disons, faire une incorporation, ramener ça dans les dossiers pour être sûr qu'on va couvrir toute la conduite qu'on est capable de prouver. Et donc, ils ne vont pas se retrouver avec un cas plus petit, disons, dans les autorités nationales que ceux qu'ils ont présentés à la Commission. La Commission n'a pas de demande sommaire parce que les cas de figure qu'on considère, c'est lorsque la Commission est, disons, première à la ligne pour traiter les dossiers. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Antoine Winkler, le point de vue des entreprises sur ce changement. Je crois que ce type de changement est bienvenu. La grande difficulté, c'est qu'il y a des pratiques nationales qui restent très très différentes et que certaines autorités sont extrêmement souples, et la France est plutôt dans les pays souples. D'autres sont extraordinairement exigeants, même pour une demande sommaire, sur la quantité de documents, la description qui est donnée, même si ça s'appelle une description sommaire. Merci. Pablo, voulez-vous ajouter quelque chose sur l'expérience néerlandaise? Maybe just... oui, vous êtes autorisé à parler en anglais. Many thanks for that, and many thanks to the authority for the invitation. Well, on the summary application side, maybe just to add that in this whole process, indeed, as Umberto explained, that came just out of practice and about realizing as a network better that things were less simple than they seemed a few years back. In allowing this procedural broadening of summary applications, I think that it became very clear also that as a network we should aim at deciding on allocation as soon as possible. This extension of summary applications makes life easier for the exceptional cases that takes a bit longer and that there are reallocations later on. But at least for me, one of the main things I remember about the discussions about this whole process of the summary applications is that it really became clear to the network that we really should try always to, and the Commission does so, and it plays an important role in that respect, but I think it became even clearer than before that we should try to decide as soon as possible about the different constellations that are reported to us via leniency applications. Merci beaucoup pour cette précision. Marisa?
voulez-vous ajouter quelque chose à ce qui Non. était peut-être déjà une conclusion? Non, juste qu'il y a un formulaire qui est attaché au programme modifié. Il y a une sorte de formulaire qui est standard pour les summary applications. Ça c'est en anglais, mais j'imagine il se traduit par les différentes autorités. Et évidemment, on peut le lire avec plus ou moins de détails, mais finalement, ce sont les mêmes critères pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc là, je crois que nous serons tous d'accord sur le fait que cette modification apportera des progrès. Alors, nous allons peut-être laisser de côté le fonctionnement des programmes de clémence au sein du réseau pour nous concentrer vraiment sur l'évolution des programmes qui sont utilisés dans chacun des États membres. Et nous avons bien compris au cours des débats précédents que l'attractivité pour les entreprises était un point clé et que l'attractivité d'un programme de clémence tenait notamment à la récompense, pour utiliser le vocabulaire de la Commission, qui est donnée à la fin. Nous avons déjà abordé la question des fourchettes. Et là, je voudrais de nouveau céder la parole à Pablo, puisque c'est un point sur lequel les Néerlandais ont modifié leur programme. Donc, si vous pouviez nous donner quelques explications sur les raisons pour lesquelles vous avez opéré ces changements, et bien sûr la nature de ces changements. Yes, thanks. Indeed, we have just now, the last couple of weeks, since mid-May, I think, consulted new leniency guidelines, and I think they're very likely to enter into force in a matter of weeks. We've changed a few things. This is all the level of details and fine-tuning. The existing program was in line with the MLP, the Model Leniency Program, and the new one obviously will remain in line with that. What we indeed have considered doing is changing the existing categories a little bit. We have always had in the Netherlands a type 1B category, which other than the Commission's type 1B and the French type 1B consisted of a reduction up to 100%, 60 to 100%. And that we have now decided to change in line with the European Commission and the French model, a fixed 100% with the corresponding threshold for that. Not very original, I admit, but this has been decided to do. In terms of the type 2 leniency, so second and following leniency applicants, like the French situation, we have had always a single reduction bandwidth. And our single reduction bandwidth went up to 40%, not up to 50, up to 40%. And we have now decided to put that also in line with the European Commission's model with the 3 steps of reduction, 30, 50, 20, 30, up to 20 for subsequent applicants. Now, what have been our considerations? We have our cartel enforcement and our leniency program is up and running. It works well. There's no major problem here to be solved. But nevertheless, we think it's likely to strike a better optimum, a better balance to do it like this. In terms of the 1B immunity, we think that it will help us in particular because we have probably a bit like the French case. In terms of detection in our cartels, we base about half our cases on an immunity, type 1A immunity, and the other half on a broad variety of ex officio methods and ways that information comes to us. So on the moment of an inspection, having a type 1B in the form of an immunity is likely to be more attractive in order to reduce the mist that was mentioned earlier on in the previous table, to be clearer also about the potential benefits for the first-in applicant. So the significance is a bit better. Maybe on the steps for second and following applicants, again, it's a matter of assessing the incentives. One of the reasons, and that's maybe a point that we will discuss later on, for choosing to have steps rather than a single bandwidth is that even if a single bandwidth for reduction gives an authority perhaps more flexibility in terms of rewarding a later applicant more than an earlier applicant, we nevertheless think that it's better to have the steps in view of the incentives and the incentives to come forward quickly
And the landscape has also changed in the Netherlands due to the individual leniency, because we see now often more and more regularly people come to us asking for leniency as an individual with a stash of documents under the arm that can take a position also in the reduction, let's say, queue, leniency queue. And in order to maximize the benefits, there again, we think that it's probably better to have a stepped system than the system we had. Merci beaucoup pour cette information. Nous reviendrons à la fin du débat sur la question de la clémence pour les personnes physiques. Mais on voit bien qu'il y a en gros deux modèles, un modèle avec fourchette, un modèle sans fourchette, moins dans le programme de type 2. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais il y a une autre donnée à prendre en considération qui peut peut-être justifier le choix d'un État membre pour un modèle plutôt que pour un autre. C'est la question de la séparation des fonctions et le rôle respectif des pouvoirs d'instruction et de l'autorité en charge de la décision. Alors je me tourne vers Marisa qui a une vue d'ensemble des programmes de clémence en Europe et qui a sûrement beaucoup d'informations à nous donner sur d'abord le choix et puis éventuellement sur le lien avec l'organisation de l'autorité. Alors, vous attendez beaucoup de moi. Je ne connais pas tous les programmes en détail, mais... Vous connaissez les importants. Mais disons... enfin, je vais essayer d'être disciplinée et de ne pas sortir partout des sujets, mais peut-être que je touche à d'autres choses et après on reviendra. Ouais. Et donc... je pense que, franchement, je pense que ça n'a rien à voir, la question des fourchettes, avec la séparation entre l'existence d'un conseil ou, disons, un corps qui va décider et un corps d'investigation. Et la preuve, c'est qu'il y a d'autres pays avec un système similaire qui ont des fourchettes. Et comme je suis espagnole et je ne peux pas le cacher, lorsque je parle, je vous dis, j'étais en Espagne détachée pendant quelques temps, je leur ai aidé, et ça c'est en ligne, mais c'est en espagnol, on a fait une sorte de spécification de ce qui est la clémence, toute la procédure, mais aussi les conditions dans lesquelles on fait l'appréciation de la valeur ajoutée entre différentes entreprises et tout ça. Et là, c'est vraiment une pratique qui est la même pratique qu'on a à la Commission, parce que j'étais là un peu pour essayer de faire en sorte que tout soit cohérent. Et le système espagnol est fixé dans la loi, donc il y a l'article 65 et 66 de la loi de défense de la concurrence, et de l'article 66, il y a les bandes, il y a les fourchettes, et on leur applique. C'est qu'il n'y a pas cette spécificité française, qui apparemment existe aussi et dans d'autres juridictions d'une autre façon, que c'est cet avis qui est donné par le Conseil. Et donc, en tant que représentant de la Commission, je n'ai rien à dire contre le système ni d'avis, ni la séparation entre le Conseil et l'autre. Autonomie procédurale. Autonomie procédurale, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, c'est bien. Maintenant, à titre, disons, personnel, d'une personne qui... Enfin, j'ai écrit quand même la communication de Clémence de 2006. J'ai participé dans la création du modèle de Clémence à l'époque, en 2006. Et j'ai une certaine pratique. Et comme je dis, j'ai travaillé aux Pays-Bas, j'ai travaillé en Espagne. Et donc, à titre plutôt personnel, et juste parce que le succès de la France est le succès de toute l'Europe, c'est-à-dire on a besoin du succès de chaque pays dans la politique pour l'amener à mieux faire. Et le fait de devoir avoir un avis d'un conseil à un stade si préliminaire de la procédure, dans lequel, ce qui oblige à ces personnes d'avoir accès à un dossier ou de ne pas l'avoir, que c'est encore pire, pour pouvoir établir quelle est la valeur probable que ça va représenter. Et une pratique très formaliste. Et parce que du point de vue... Enfin,
j'ai fait des affaires de concurrence tous les jours. Je suis dans des grands cartels, je suis dans des affaires financières. Et je peux vous assurer qu'étant moi la personne qui est le case manager, qui voit les preuves, il est très difficile d'établir jusqu'au moment où tu es en train vraiment d'écrire la communication des griefs et que tu sais quel est le résultat final de ta compréhension de l'affaire, d'établir qui t'a donné quoi et quelle est la valeur. Donc de le faire à un stade où tu n'as même pas eu accès, c'est très difficile. Si en plus tu es le corps, si on est censé être différente, donc avoir cette sorte de barrière interne entre les conseils, parce qu'on croit qu'il est si important que ce soit des personnes différentes, comme vous savez, nous n'avons pas ce système, on vit avec un autre système. Et la Cour a contrôlé ce système à plusieurs reprises et c'est conforme aux droits de l'homme et à la charte des droits, c'est-à-dire il n'y a pas de problème, donc un autre système est possible. Mais si on tient tellement à ces séparations, pour moi, c'est aussi un peu délicat de penser que quelqu'un qui va décider en dernier lieu et qui veut être séparé doit décider aussi en premier lieu. Donc, quelle est la solution qui a été trouvée dans notre... Et avec ça, je ne veux pas dire que ce n'est pas possible ni que ce n'est pas bien. Tout simplement que ça vous oblige à perdre beaucoup de temps. Parce que vous devez mettre des personnes qui vont se mettre dans ces dossiers pour établir tout ça à un stade de la procédure qui est très préliminaire. Il est très difficile. Et ça, tandis que l'examen de tout ça va se faire de toute façon de manière normale lorsque vous arrivez à la communication des griefs. Et c'est un procès naturel qui ne demanderait pas un pas en plus. Donc, c'est à vous de voir si ça c'est un sujet que vous allez changer ou vous n'allez pas changer. Et, dans les cas espagnols, il y a aussi donc, le conseil et l'autre, ce qui se passe, c'est qu'il est décidé aussi de façon législative, que c'est la direction, donc c'est le directeur de la direction d'investigation qui décide en matière d'immunité. Pourquoi l'explication pour ça, ce n'est pas seulement d'ordre procédural comme je viens d'expliquer, sinon c'est aussi que normalement une décision sur l'immunité, bon, sur les bandes, il n'y a pas de décision jusqu'à la communication des griefs comme chez nous. Et pour l'autre cas non plus, pour une inspection, c'est décidé par la décision d'investigation. Finalement, il contrôle qu'il y ait les éléments nécessaires pour passer les tests. Et une fois qu'on a fait l'inspection, c'est un peu difficile pour le conseil en amont de dire l'inspection qu'on a fait n'était pas bonne parce que ou bien tu élimines toute la procédure et donc il n'y a plus de cas, ou bien tu dis bon on a fait l'inspection, ça a marché, on n'a pas fait appel, bon, ça veut dire qu'elle était correcte. Merci beaucoup pour ce point de vue. Alors, on ne va pas revenir, je pense, plus avant sur la question de la séparation, parce que c'est une question énorme. Simplement, c'est intéressant de savoir que l'on peut fonctionner dans d'autres États membres avec un principe et suivant des modèles différents. Mais peut-être sur la question de la fourchette, je vais me tourner vers Antoine pour avoir le point de vue des entreprises, et puis Umberto aura le mot de la fin en tant qu'autorité. Laurence, en cette période de mondial de foot, je vais te botter en touche parce que moi, mon impression personnelle, c'est que pour les entreprises, que ce soit fourchette ou pas, n'est pas un facteur fondamental dans la décision si oui ou non on va aller vers un programme de clémence et quelle est sa qualité. Je vous explique pourquoi je botte en touche, c'est que pour moi, je vais prendre un mot anglo-saxon, je suis désolé, un des grands drivers, un des grands facteurs décisifs pour savoir si oui ou non on va faire un programme de clémence, c'est dans une certaine mesure la certitude juridique. Et je rejoins tout à fait ce que disait Pablo au début, le fait d'avoir une relative confiance dans le fait qu'un régulateur va en rester à un champ d'investigation donné et ne pas changer ce champ au fur et à mesure du programme de clémence est absolument fondamental. Pour être plus précis, pour moi, les contre-exemples de programmes de clémence pas très bien appliqués, c'est par exemple les cas ascenseurs ou les cas détergents dans lesquels des programmes des applications, des demandes de clémence sont déposées auprès de la Commission et des autorités nationales. Et par suite d'une réallocation des domaines d'enquête, quelqu'un qui se croyait couvert par la demande qu'il avait faite découvre brusquement que non seulement il n'est pas couvert, mais que c'est une autre autorité qui va statuer sur son cas. Pour moi, ça, c'est vraiment un des points assez fondamentaux pour une entreprise, c'est d'avoir une idée relativement précise du fait de savoir si oui ou non il
il va être couvert par la demande qu'il a déposée. Merci beaucoup. Avant de céder la parole à Umberto, Marisa voulait réagir tout de suite à ce propos. C'est plutôt sur la fourchette, parce que j'ai oublié de parler de l'existence même des fourchettes. Vous savez que nous utilisons des fourchettes, j'avais dit que les Espagnols aussi ont des fourchettes, donc les mêmes fourchettes que nous. Mais il y a la question de la prévisibilité, le brouillard que vous avez énoncé. Et donc, d'un côté, je veux dire un peu, je veux parler à faveur de la sécurité juridique, mais je veux parler aussi à faveur du brouillard, d'un certain degré de brouillard. Donc, nous avons un système à la Commission dans lequel on prévoit la sécurité, que si on arrive à avoir les conditions, si on arrive à, enfin, certainement pour l'immunité, mais là je parle plutôt des fourchettes après, c'est-à-dire si on nous offre une valeur ajoutée significative par rapport à ce qu'on a, l'entreprise va savoir à un certain moment dans quelle bande ils étaient. On ne sait pas dans quelle bande on va être lorsqu'on dépose la demande, même pas la Commission. On sait que si on est deuxième, troisième, quatrième, on a cet ordre de préférence pour qu'on revoie ce qu'on a apporté. Mais c'est à la fin qu'on apprend finalement quel était cet ordre de préférence. Quelle est l'assurance? L'assurance, c'est que si on rentre dans deuxième, troisième, c'est quelque chose d'objectif à savoir, et par après, on va devoir nous motiver pourquoi on reçoit un pourcentage ou l'autre. Une autre assurance, c'est la présence de cette clause, je dirais, que c'est le dernier paragraphe de notre communication au point 26, que c'est l'immunité, ce qu'on appelle l'immunité partielle ou l'immunité de facto, qui en fait consiste à que si c'est toi qui as donné tous les éléments qui permet de prouver quelques éléments qui vont augmenter l'amende pour toi, normalement nous parlons de la gravité, de la durée, mais c'est dans des termes un peu larges, c'est parce que ce sont les termes qu'utilise le règlement. Mais c'est-à-dire si ça va affecter ton amende, des éléments de preuve que seulement toi tu as apporté et qui étaient très clairs, à ce moment-là, toi, tu ne vas pas être puni sur ces éléments de preuve, ce sont seulement les autres. Et donc, ça reste comme une assurance qu'en principe, tu ne vas pas être dans une situation pire parce que tu as coopéré avec la Commission. C'est-à-dire, si la Commission avait déjà tous ces éléments, de toute façon, que tu ne le donnes 2 fois, 3 fois, on les avait. Mais si c'est toi le premier qui nous les donne, tu vas avoir ça. Donc, on a instauré des éléments qui tiennent à la... Et donc, après, on n'a pas de différence entre ceux qui font la décision et ceux qui font le SO, mais on a une cour qui revoit tout ce qu'on fait et qui revoit très en détail pourquoi on a donné ceci ou cela. Donc voilà la sécurité juridique. Pourquoi les brouillards? Les brouillards est dans le sens que lorsque tu rentres, tu vas faire de ton mieux et tu ne peux pas voir mon dossier à cet stade-là pour décider j'ai besoin juste de ce petit peu plus ou de ce petit peu là. Non, parce qu'on veut une coopération sincère et complète. Et là, on rentre dans cette histoire morale qu'on avait tout à l'heure. Je ne veux pas rentrer dans la moralité de la question, parce que on a parlé de schizophrénie. Je ne sens pas que j'ai de schizophrénie lorsque je suis en même temps en train de revoir ce qui est l'application privée des normes et ce qui est l'application publique. Parce que ce que je cherche, c'est le bien public. Et le bien public est dans le fait qu'on arrête les pratiques anticoncurrentielles et que les personnes qui injustement ont subi ça aient les moyens de réparer ça. Donc, la clémence, ce n'est pas parce que l'autorité est bienveillante par rapport aux entreprises et on voudrait leur donner un deuxième choix, ou parce que moralement, on doit comprendre les raisons pour lesquelles ils ont agi d'une façon ou d'une autre. Ça, on laisse aux entreprises de savoir pourquoi ils l'ont fait. On ne rentre pas dans la moralité. Et donc, c'est une décision de business. Mais ce qu'il est clair, c'est que ce qu'on va donner aux entreprises, c'est ce qu'on considère qui est nécessaire pour pouvoir avoir leur coopération de façon à être effective pour le bien public. Ni plus ni moins. Si les extras, ce n'est pas parce qu'on aime les entreprises qui viennent qu'on va leur donner des extras pour leur rendre la vie plus facile, parce qu'on part de la base que ces entreprises ont enfreint la loi et ont causé un préjugé à d'autres entreprises. La schizophrénie, c'est plutôt lorsqu'on doit voir les intérêts privés de ceux qui sont
à tort et de ceux qui sont des victimes. Ça, c'est plus difficile, mais lorsque ce qu'on voit, c'est d'essayer de mener à bien les biens publics, ce qu'on fait, c'est essayer de mettre des éléments ici et là-bas et trouver un équilibre qui nous amènerait dans cette situation. Donc, et le brouillard est nécessaire dans le sens qu'une entreprise doit avoir l'assurance que s'il coopère avec nous, il va être ou dans la même situation ou mieux que s'il ne coopérait pas. Et en termes d'immunité ou d'amende. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire, c'est donner les assurances à tel point qu'une entreprise puisse commettre une infraction et savoir déjà combien ça va lui coûter et combien ils vont s'épargner. C'est-à-dire de mettre dans les calculs, ça peut me coûter cette amende, mais si je vais en clémence à ce moment-là, on va me faire un 50%, alors je fais les calculs, je me mets dans les cartels. Non, il faut qu'ils ne sachent pas. Il faut qu'ils sachent qu'il convient de coopérer genuinement, vraiment avec nous, pour obtenir le mieux possible et qu'ils ont eu tort. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'ils ont eu tort, sinon parce qu'on veut être efficace pour mettre fin aux pratiques et pour que la concurrence soit restaurée. Merci Marisa. Umberto, vous aviez des points à aborder sur la question, on revient à la question technique de la fourchette. Ouais. Pour les rangs 2, bien sûr. Bon, moi, je ne vais pas botter en touche, mais je pense que je vais faire le tour du terrain et je mettrai la balle au centre à la fin. Alors, effectivement, nous, on part d'une situation dans laquelle, pour l'instant, on n'a pas de fourchette et notre réflexion est notamment alimentée par l'une des demandes qui a été faite dans le cadre du questionnaire, qui était d'avoir des fourchettes pour davantage de prévisibilité dans les réductions d'amendes. Alors, j'ai deux types de réflexions. D'abord, du point de vue du système sur est-ce que, effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir les fourchettes, et en supposant que ça puisse l'être, la question de savoir quel type de fourchette il faudrait avoir en tête. Sur le système, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marisa. Je ne suis pas certain que ça change grand-chose en termes de prévisibilité. Pour deux raisons, l'une générale et l'autre liée au système français. Du point de vue général, et comme l'a dit également Maître Winkler, la question et comme l'a aussi expliqué Maître Taubou tout à l'heure, la question de savoir si je viens en clémence, elle se pose vraiment et de manière stratégique très en amont, à un moment où je ne sais pas si je vais être premier, deuxième, troisième, etc. Donc l'idée de me dire, si jamais je suis deuxième, j'aurai ça, et si jamais je suis troisième, j'aurai ça, je ne suis pas sûr que ça change complètement les termes de l'arbitrage. Ce qui change les termes de l'arbitrage éventuellement, c'est quand je commence à savoir à peu près à quel rang je me situe et qu'est-ce qui va se passer. Mais de ce point de vue-là, et dans le système français, alors ça, pour moi, à ce stade, c'est un acquis, c'est une contrainte, ou c'est en tout cas une donnée. Dans notre système, avec une séparation, on a décidé de procéder avec un avis, et l'une des caractéristiques de cet avis, c'est qu'il donne cette fourchette. Et l'intérêt de cette fourchette, c'est qu'elle est déjà, même si je suis bien d'accord, qu'elle a des limites, parce qu'on est très en amont, et que, comme l'a dit tout à l'heure Eric, c'est à la fin qu'on compte les points et qu'on peut savoir vraiment quelle est la valeur ajoutée, mais il n'empêche que cet avis, au cas d'espèce, il donne déjà une partie de prévisibilité, il donne des informations qui reposent sur une jurisprudence, mais qui reposent aussi un petit peu sur les cas d'espèce et qui donnent une analyse. Donc la prévisibilité, on va commencer à la voir de manière un peu plus fine que des choses générales à ce moment-là. Bon. Ça, c'était pour le côté prévisibilité dans mon calcul rationnel de savoir, ou irrationnel d'ailleurs dans certains cas, de savoir si je vais venir en clémence ou pas. Et puis l'autre question, c'est de savoir, à la fois pour les parties de manière un peu plus générale, et puis pour l'autorité, de savoir quel signal je donne et quel type de garantie je vais donner sur le traitement des entreprises. Et là, moi, je me pose une question, c'est à titre totalement personnel, mais sur les conséquences des fourchettes. Comme l'a très rapidement dit Eric tout à l'heure, la question de la fourchette à la fin de la procédure, c'est un arbitrage entre plusieurs questions. Une question de temps, parce qu'effectivement, la clémence est une course, et c'est un message très clair que passent les autorités de concurrence, et il y a une prime à celui qui vient le premier. Mais cette prime, c'est pas l'alpha et l'oméga de la réduction de clémence. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est d'abord la rapidité, c'est une question qui s'apprécie à la fois en relatif par rapport aux autres demandeurs de clémence, le deuxième est mieux considéré que le troisième, et puis en absolu ou en relatif, mais par rapport à autre chose, c'est-à-dire par rapport aux éléments du dossier. Et on a eu à l'autorité de la concurrence des cas dans lesquels on avait de très très bonnes demandes de clémence de rang 2, vraiment très riches et très documentées. Le problème, c'est qu'elles venaient relativement tard, parce qu'on avait eu une opération de visite et saisie qui elle-même est très très riche.
Donc effectivement, ça donne l'impression que les réductions sont plus basses que celles qu'on peut imaginer à la Commission quand on regarde les bandes de la Commission, mais encore une fois, c'est parce qu'on a regardé au cas d'espèce qu'est-ce que méritait cette situation-là, compte tenu des éléments qu'on avait au dossier. La question était tout à l'heure de savoir si on pourrait aller à 50%, etc. Moi, ma réponse, c'est je pense que c'est l'intérêt et la volonté de l'autorité de pouvoir monter au maximum, mais parce qu'il faudrait rémunérer quelque chose qui est bon et qui est dans le timing et est intéressant. Si on a ça, on n'a aucune raison de ne pas donner le signal que ça, c'est bien rémunéré, et de monter jusqu'à 50%. Et puis ensuite, il y a la valeur ajoutée significative. Et cette valeur ajoutée significative, même si elle ne peut pas tout rattraper, c'est-à-dire même si on comprend bien qu'un demandeur un troisième demandeur puisse être dans une bande moins intéressante qu'un deuxième demandeur, il faut aussi quand même voir, une fois que la rapidité est faite, qu'est-ce que j'apporte au dossier. Et là, je me demande si il n'y a pas un minimum de flexibilité que permet actuellement le système français sans fourchette prédéfinie, et que dans l'hypothèse où on construirait des fourchettes, il faudrait éventuellement prévoir. Et cette question, ma question, c'est la suivante, c'est un rang 2 a vocation à avoir un plafond maximum plus intéressant qu'un rang 3. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'un rang 3 qui apporterait énormément de choses pendant une procédure doit forcément être en dessous d'un rang 2 qui apporterait vraiment pas grand-chose? Alors on est bien d'accord, la question se pose en deux temps. Il y a une première question qui est de savoir, est-ce que je suis éligible à mon rang de clémence? Et ensuite, dans mon rang de clémence et dans la bande que j'ai, de savoir est-ce que je dois être en haut de la bande ou en bas de la bande. Bon. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le bas de la bande d'un rang 2 qui a fait son travail, mais on va dire le minimum, doit être nécessairement au-dessus d'un rang 3 qui aurait fait beaucoup plus. Et donc ma question, mais qui reste une question ouverte, c'est de savoir, dans l'hypothèse où on devrait mettre des fourchettes en place, est-ce que ces fourchettes, elles ne devraient pas se chevaucher partiellement, c'est-à-dire avoir le haut de la fourchette du numéro 3 qui dépasserait légèrement le bas de la fourchette du numéro 2. Dit plus simplement avec des chiffres, est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque chose comme 50-30, 35-25 ou 35-20, 25-15, etc. Quelque chose avec un chevauchement et de savoir, de dire, en arrivant avant, j'ai un avantage et à mérite similaire, je serai bien au-dessus du celui d'après, mais quand les mérites ne sont pas similaires, est-ce que l'autorité ne peut pas avoir une incitation qui ne joue pas seulement au one-shot au début quand je donne ma bande, mais tout au long de la procédure? C'est une question que je pose, à laquelle évidemment je n'ai pas de réponse, et c'est pour ça que je repose le ballon au centre. Merci beaucoup. C'est toute la difficulté chaque fois qu'on décide d'introduire un seuil ou des fourchettes, à quel niveau on le fixe. Mais Marisa voulait réagir, et peut-être d'autres membres du panel. Donc, c'est une question intéressante et ça existe des bandes qui se soupapent. D'abord, je voulais rappeler que le modèle européen ne parle pas en soi des fourchettes, il parle d'un maximum de 50% pour essayer de maintenir la différence entre les 100% du premier et les 50% des autres. Et ils disent effectivement qu'il faut tenir compte des critères comme la valeur ajoutée significative. Et en soi, la course est donnée pas seulement par les rangs, sinon par le besoin de pouvoir donner valeur ajoutée significative par rapport à ce qui existe. Et bien sûr, le plus tard que tu viens, le moins de possibilités, les chances que tu as, parce que tu risques que d'autres auraient déjà donné ce que tu pouvais donner. Donc ça forme partie de la course. Et les bandes 50-30, 30-20 et tout ça, il y a la soupape, si vous voulez, de 30-20. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la première bande peuvent être à 30 et aussi ceux qui sont dans la troisième bande peuvent être... Et ça tient compte de cette histoire. Dépasser les bandes, à part le fait... On peut penser à tous les systèmes et il y a des raisons légitimes pour une chose ou une autre. Moi, tout simplement, comme, disons, réflexion que j'avance pour avoir aussi un autre point de vue, c'est de dire que ce n'est pas seulement la bande, comme je viens de rappeler, il y a aussi cette autre disposition qui permet l'immunité partielle, c'est-à-dire que même si tu es arrivé plus tard, si ce que tu donnes, ce n'est pas seulement significant added value, donc la valeur ajoutée significative, que ce n'est pas donner énormément de choses. C'est donner les choses qui font la différence pour moi dans mon affaire. Tu peux me donner tout ce que tu veux, mais si je l'avais déjà, c'est très bien, mais ça ne va pas changer. Et donc, la différence, ce n'est pas ni la quantité ni la qualité, sinon la quantité et qualité relative
par rapport à ce que j'ai déjà eu par d'autres moyens. Et donc, à part ça, il y a cette autre possibilité, comme je dis, de l'immunité de facto, que de toute façon, escomptée dans n'importe quelle bande, tu peux avoir, c'est-à-dire que même si tu as les 50%, et ça c'est le maximum, tu peux arriver à presque à 100% si vraiment ce que tu donnes est complètement nouveau pour moi. Mais le problème, c'est déjà, on a beaucoup de difficultés parfois. Donc, tout le monde a intérêt, lorsque tu as plusieurs demandeurs de clémence, d'aller devant la cour pour essayer de déplacer celui qui était avant. Et donc, ils vont faire des allégations pour dire j'ai donné beaucoup plus de valeur ajoutée, avec ça, vous ne pouviez pas prouver vraiment et vous aviez besoin de ceci et cela. Donc, il y a déjà une confrontation. Si en plus, on ajoute qu'ils vont avoir une soupape plus grande entre les différentes niveaux de fourchettes, et je ne sais pas si ça ne va pas exacerber, disons, les contentieux. Voilà. Merci beaucoup. Bien, nous allons peut-être arrêter sur cette question puisque nous ne résoudrons pas le problème. Et je voudrais que l'on aborde maintenant un autre point qui a été très fort dans l'étude sur la clémence, c'est-à-dire la lourdeur de la procédure, ce qui conduit à revenir notamment sur le point de départ et la prise de contact. Tout. Alors, est-ce que Marisa préfère réagir ou nous donner déjà une vue d'ensemble sur, en ce qui concerne le déroulement de procédure et en laissant de côté la séparation des fonctions, instruction, décision, les principaux points de divergence qui pourraient apparaître dans les programmes nationaux? Bon, il y a... Ou dans le programme national, programme européen. D'abord, je voulais dire... Laurence a déjà très bien expliqué au commencement que le programme de l'INESI est un programme auquel disons, les autorités se sont elles-mêmes jointes de suivre le programme et de faire ce qu'ils peuvent pour que leur législatif fasse les pas nécessaires pour se conformer. Mais ce n'est pas un programme obligatoire en soi. Et maintenant, il y a deux façons de dépasser le programme. Une façon qui est, disons, c'est-à-dire qui est encore dans le système, parce que le système prévoit qu'on peut être plus favorable que ce qui est dans les programmes, dans certaines conditions. Et il y a d'autres dépassements qui seraient contraires au programme. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, puisque ce n'est pas obligatoire, mais qui seraient contraires au programme. Comme, par exemple, on vient de voir l'exemple de donner 80% de réduction au lieu de 50% ou de 100%. Il y a des choses comme ça. Et donc, en 2000, donc le programme modèle est de 2006, et en 2009, on avait fait un exercice de revoir tous les programmes, tous les changements qui s'étaient produits en Europe sur les différents programmes. Et ça s'est publié, c'est dans notre website, vous pouvez les consulter. Donc, il y a toute une comparaison des différents programmes. J'imagine qu'il y a eu des modifications par rapport à ça par après, mais ce n'est pas toujours énorme. Disons que ce qui apparaissait du commencement, c'est par exemple des choses comme... vous savez que dans notre programme, on exclut de la possibilité d'avoir l'immunité à ceux qui sont les coercers, qu'on dit, qui exercent des coactions. Et donc, ça c'est aussi dans les programmes de base. Mais il y avait à l'époque deux pays qui le faisaient aussi pour la réduction, les bandes de réduction. Ça, c'est contraire au programme, mais c'est le cas que ça s'est produit. Il y avait d'autres pays qui excluent de l'immunité et parfois de toute clémence ce qu'ils appellent les ringleaders ou les incitateurs. Pour nous, pourquoi on n'exclut pas? Parce que vraiment, comme on dit, la question de la clémence est assez pratique. C'est pour essayer d'avoir les éléments pour pouvoir prouver des cartels qui sont secrets et donc difficiles à investiguer en soi. Et donc, souvent, ce sont ceux qui sont ringleaders ou qui sont les leaders des cartels qui peuvent te donner énormément d'informations. Donc, les exclure d'avance et déjà te priver de beaucoup d'informations, tandis que les coercers
il y a un élément moral, si tu veux. Et de l'autre côté, et c'est aussi parce que sinon il y a un débat énorme toujours, toutes les entreprises accusent l'autre d'être le ringleader. Et parfois il peut y avoir plusieurs. Et alors si le débat est si fort que ça peut faire la différence entre pouvoir avoir l'immunité ou ne pas l'avoir, et au lieu d'être en train de discuter la pratique concrète et de voir comment on va les résoudre, on allait focaliser toute l'attention sur ce point. Et donc ça ne valait pas la peine. Et, il y a des pays qui ont effectivement des fourchettes et il y en a d'autres qui n'ont pas de fourchettes, mais ça c'est d'accord avec le programme en soi, il n'y a pas de difficulté. Ils ont tous essayé d'incorporer cette disposition sur l'immunité partielle avec plus ou moins de succès parce qu'il y en a qui interprètent que ça on peut le donner seulement dans la fourchette elle-même et il y en a d'autres qui le donnent en dessus de la fourchette, que c'est comme la Commission le fait. Et dans les programmes nouveaux qu'on a modifiés, à part les autres conditions, on a clarifié, parce que ce n'était pas toujours clair pour tous les pays, mais maintenant ça va l'être. Donc il y avait dans les principes de coopération, à part le fait de l'esprit de coopération sincère, il y avait cette possibilité. Donc lorsqu'on vient en clémence, on est censé arrêter la pratique. D'accord. Mais il est clair que parfois on a besoin de ne pas alerter tout le monde qu'on est venu parler avec nous et juste avant de faire une inspection. Donc lorsque ce sont des cartels qui sont toujours en cours, et c'est une exception, il faut demander la permission à la Commission ou à l'autorité de concurrence qui sont en charge. Mais il est clair que on peut devoir continuer à avoir des contacts. On ne fait pas comme aux États-Unis, c'est-à-dire on ne leur demande pas à ce moment-là de continuer et de provoquer un peu que ça continue pour avoir plus de preuves. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas pour avoir des preuves extra sur les cartels, c'est tout simplement pour pouvoir conduire les inspections avec avec un certain degré de surprise. Et après, dans la table avant, on a parlé de cette histoire des employés. Et ce n'est pas exactement ce que je veux dire, mais une chose qui est clarifiée dans les nouveaux programmes, c'est que celui qui demande la clémence est obligé aussi d'essayer d'avoir tous les matériels en possession de ses propres employés qui serait important, y inclus dans les cas où cet employé va être viré ou va partir lui-même, c'est-à-dire parce qu'il voulait partir. Donc il faut prendre toutes les mesures pour avoir cette information et pouvoir les mettre à disposition des autorités. Donc c'est best efforts. Et il y a toujours des choses qu'on ne peut pas faire, mais bon, les best efforts. Et donc je pense que ça c'est plutôt des choses où on a vu qu'il y avait des divergences qui méritaient, disons, d'être traitées plutôt que d'autres. Et il y avait autre chose qui a été mentionnée, c'était pour le scope, ce qui est on a, et ça c'est ce qui est plus qui se voit le plus, je pense, plus apparent dans la divergence des programmes. C'est le fait que le programme modèle et le programme de la Commission, c'est sur secret cartels. Donc, c'est ça, les ententes secrètes. Et pas autre chose. Et tandis que, évidemment, il y a des États membres qui donnent la possibilité de la clémence pour d'autres ententes qui ne seraient pas secrètes ou d'autres relations horizontales, et il y en a qui donnent ça même pour les accords verticaux. Sans rentrer à critiquer les autres options, l'option de la Commission et l'option des programmes modèles, c'est que, comme j'avais dit, ce n'est pas parce qu'on va faire ce qu'on essaye, c'est de trouver un équilibre entre les possibilités d'investiguer les pratiques et de les prouver, et le besoin de donner des incentives aux entreprises pour nous aider lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens. Alors on pense que ce n'est pas justifié de donner la clémence, certainement dans des affaires verticaux, qui souvent sont dans des contrats qu'on peut trouver, et on peut prouver les circonstances, que lorsque tu es victime, tu as une relation directe, et tout ça c'est très différent d'un cartel où les choses se passent en secret, très difficile à investiguer, où tu sais que peut-être quelque chose se passe, mais il n'y a pas moyen d'arriver aux preuves si tu n'as pas quelqu'un dedans qui peut te les donner. Et dans d'autres relations horizontales, il y a aussi cette pratique. Il y a aussi une autre chose, c'est que avoir des clémences
pour des infractions qui sont commises seulement par une entreprise, c'est-à-dire un abus de position dominante qui ne serait pas collectif, et qu'alors celui qui en abuse, et après fait la demande de clémence et obtient les 100%, c'est clair qu'il va nous donner une investigation très facile et sans problème d'accès au dossier, et ça va être très bien, et que l'entreprise elle-même va être très contente. Mais d'un point de vue d'ordre public, ça ne se justifie pas. Donc, disons que c'est une sorte d'équilibre qu'on fait, et là, c'est peut-être les écarts les plus marqués, mais bon, on pense qu'on peut faire des affaires sans ça. Et finalement, je voulais dire, parce que ça a été mentionné, la Commission a plus ou moins 20% des affaires qui ne commencent pas par la clémence. C'est-à-dire on a des affaires ex officio qui commencent par d'autres méthodes, et parfois c'est parce qu'on est alerté par des individus, mais ça n'est jamais apparu dans les décisions ni nulle part, parce que si on n'a pas d'autres moyens, exactement, et si on n'a pas d'autres moyens pour le prouver, ça ne va nulle part, et c'est tout. Sinon on met en risque les personnes. Et il y a d'autres moyens qui ne sont pas ça, qui sont des investigations ex officio. Ce qui se passe, c'est que malgré le brouillard, les entreprises sont très intéressées par le programme de clémence. Et donc, une fois que c'est déclenché, ce qui est normal, c'est que dans presque toutes les procédures, il y a toujours des gens qui demandent la clémence et qui ne l'obtiennent pas toujours. Parfois, ils disent qu'il y a des entreprises françaises qui ne viennent pas. Parfois, ils ne l'ont pas obtenu, ils ont demandé. Mais ça n'apparaît nulle part. Donc, françaises ou d'autres nationalités. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est que donc on a une pratique, parce que si on n'a pas d'ex officio, c'est très difficile que les gens perçoivent le risque d'être pris, et donc ça ne va pas marcher. Mais de l'autre côté, le fait qu'il y ait la clémence, parce qu'ils viennent pour les bandes, lorsqu'on a déjà fait les inspections, ça montre qu'ils ont encore intérêt à bénéficier de la clémence, mais pas que ça a été le facteur qui a déclenché l'investigation. Merci beaucoup. Alors il ressort de ces interventions en fait qu'il y a essentiellement deux grandes questions sur lesquels je vais demander aux autres membres de la table ronde de réagir. Donc le déclenchement, le moment auquel on peut aller voir quand on ne sait pas encore ce qui se passe, l'autorité, et le lien en particulier avec les OVS en France. Et puis, deuxième grande question sur laquelle on reviendra peut-être ensuite, le champ d'application pour quelle pratique, puisque c'est une question qui a également été abordée dans la première table ronde et dans l'étude de l'autorité. Voulez-vous réagir tout de suite, Antoine, ou préférez-vous réagir aux propos d'Umberto ? Non, sur le type de pratique... Ce que vient de dire Marisa appelle de ma part un certain nombre de commentaires de pratique. La vérité, c'est que maintenant, par exemple, pour dire on va exclure les pratiques verticales du bénéfice des programmes de clémence, ce type de position me paraît de plus en plus difficile à tenir. Il me paraît de plus en plus difficile à tenir parce que, en particulier avec toutes les affaires online du commerce Internet auxquelles on assiste actuellement, une bonne partie des pratiques dites verticales sont en réalité souvent des situations que les anglo-saxons appellent de hub and spoke, dans lesquelles de l'information circule à travers les distributeurs, vers d'autres producteurs, ou au contraire à travers le fournisseur vers d'autres distributeurs. Et dire automatiquement parce qu'il y a un aspect vertical, on va pas vous donner de clémence du tout, me paraîtrait très contre-productif pour les autorités de concurrence. Et j'espère que ce n'est pas la position qui va être prise. L'autre chose, c'est que la distinction classique qui consistait à dire « Ah là là, mais les cartels, c'était secret, tandis que les aspects verticaux, c'est dans des contrats », je crois que ça n'est pas exact non plus, en particulier dans le monde Internet. S'il y a des questions, par exemple, de resale price maintenance, de
préimposée qui se pose. Souvent, les pratiques qui sont mises en cause, c'est un distributeur qui appelle, un distributeur typiquement qui vend dans un établissement physique, appelle le producteur en lui disant écoute, les prix sur Internet sont 30% moins chers, écoute, débrouille-toi pour faire remonter ces prix le plus vite possible, sinon je te déréférence. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, bien entendu, ça reste secret. Les gens se rendent très bien compte qu'il y a un problème à faire ça. Et donc là aussi, il serait très dommage, à mon avis, du point de vue des autorités de régulation de la concurrence, de dire on ne va pas prendre en compte les demandes de clémence dans ce cas-là parce qu'il y a un aspect vertical. Je crois que ça, ce serait un peu... ce serait dommageable. Pour revenir à votre question initiale, Laurence, juste avant, en parlant de lourdeur de procédure, une chose qui me frappe beaucoup, moi, en tant qu'avocat, c'est la longueur de temps, la durée des procédures de concurrence, de cartel généralement parlant, mais aussi dans le domaine de la clémence. Et une des difficultés pour les entreprises, c'est une difficulté majeure, c'est de créer une incertitude. Une fois que vous faites une demande de clémence, c'est de créer une période d'incertitude qui va durer 3, 4, 5 ans, quelquefois beaucoup plus. Et ça, c'est une chose qui se paye, qui a un coût négatif pour les entreprises, qui est très significatif. Et à mon avis, c'est un des facteurs qui font que les programmes de clémence ont du succès ou pas. Merci pour ces observations. Umberto ? Alors, je vais revenir sur différents points. Je vais repartir sur ce que vient de dire Maître Winkler. Sur le champ de la procédure, je pense qu'il y a quand même deux questions très clairement distinctes. Il y a d'abord la question du bout vertical dans une pratique plus complexe avec une composante horizontale, et donc effectivement des hub and spoke. Et là-dessus, je pense que les choses sont claires, ou en tout cas se clarifient. Il est indiqué dans la révision du programme modèle de clémence que ces pratiques-là ont vocation à être couvertes par les programmes de clémence, et dans les discussions qu'il y avait eu dans le cadre du programme modèle, on avait vu que ça avait déjà effectivement eu lieu dans un certain nombre d'États membres. Donc ça, je pense que sur les parties de composantes 2 verticales dans de l'horizontale, ça me semble plus poser un énorme problème. Effectivement, c'est une question complètement distincte et à mon avis... Oui, bien sûr, mais enfin, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même le programme modèle maintenant qui prend une position. Et évidemment, c'est jamais que la position du programme modèle, et elle peut être suivie ou pas pays par pays. Et effectivement, pour l'instant, c'est pas explicite dans le programme français, et la question sera de savoir dans quelle mesure on le rendra explicite. Mais ce débat me semble un peu plus cadré et un peu plus naturel et un peu plus évident que l'autre débat, celui du vertical pur, qui pose, à mon sens, des questions totalement différentes, tant en termes d'incitation qu'en termes de programme de clémence, etc. Et à mon avis, c'est ces deux débats qu'il faut mener séparément, puisque la réponse à l'un n'entraîne pas, à mon sens, une réponse évidente pour l'autre. Alors, sur la question de la lourdeur des procédures, j'irai très vite, mais il y a plusieurs points différents. Je note de la discussion de la précédente table ronde, la question d'effectivement lourdeur de procédure, notamment dans les demandes en termes de coopération. Mais le point, c'est qu'en vérité, ces exigences en termes de coopération, elles ont, à mon avis, au moins deux buts. Le premier, c'est de protéger le demandeur de clémence lui-même. C'est-à-dire, si on demande et si on est exigeant sur un certain nombre de choses, c'est aussi pour éviter de se retrouver en fin de procédure avec une demande de clémence qui est plus ou moins bancale, soit par rapport au demandeur de clémence, soit par rapport aux autres parties. Et puis l'autre point aussi, parce qu'il a été évoqué également, je crois, par Madame Simon, c'est l'une des solutions que nous avons d'être exigeants et vérifiants pour éviter le point qu'elle soulevait, de savoir et qu'est-ce qu'on fait dans le cas où un élément d'une demande de clémence n'est pas totalement vrai ou complètement faux. Et ça... Évidemment, la seule solution qu'on a, c'est d'être exigeant avec les demandeurs de clémence et de faire de la vérification. Donc on ne peut pas avoir les deux en même temps. Je ne dirais pas que c'est de la schizophrénie, mais je me dis qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps et que la solution qu'on a, c'est celle-là. Alors,
un petit détail qu'on avait prévu de discuter, mais je vais aller très vite parce que je pense qu'il n'est pas central, c'est effectivement, quand on revient au début des procédures, il y a une autre question propre sans doute au régime français, ou en tout cas particulièrement forte au régime français, c'est la lourdeur des premiers contacts. Alors, je note quand même que Maître Winkler disait tout à l'heure que notre régime, de son point de vue, était relativement souple, donc je prends ça comme quand même quelque chose de positif, mais c'est vrai que quand on le compare avec d'autres régimes, et notamment ce qui se fait à la Commission et aux Pays-Bas, on peut se rendre compte qu'on a moins de possibilités. Alors, il y a une partie du schéma qui est, à mon avis, un peu bloquée par la loi, notamment, sauf erreur, on ne peut pas recevoir de demande de marqueur ou de clémence par fax. Ce que prévoit la loi, c'est en personne ou par oral. Bon, alors que c'est possible pour d'autres États membres. Alors, la question, c'est de savoir comment on pourrait faire. Il me semble me rappeler d'une discussion avec Pablo qui m'avait expliqué la façon dont l'autorité néerlandaise acceptait les demandes par téléphone, mais évidemment, ça nécessitait un minimum de vérification par ailleurs, parce qu'on ne peut pas juste prendre un coup de téléphone et dire « Ah bon, cette entreprise a fait un cartel, très bien, merci, puis je vais faire une procédure ». Donc la question, c'est comment on pourrait faire, nous, dans notre schéma, sachant que je pense qu'il y a une part de rigidité qui existe en France et qui n'existe pas forcément dans d'autres États membres. On parlait des divergences, il y a une divergence qui existe entre les modèles, c'est également est-ce que les marqueurs sont ou non automatiques. C'est-à-dire, est-ce que le premier contact va ouvrir une période de protection pour le demandeur? Et en France, c'est systématique, et donc c'est peut-être pour ça qu'instinctivement, on a créé une procédure et des premiers contacts un peu plus formels pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que cette personne est venue et elle a eu, même si elle n'était pas en rang 1, une protection de 1 mois, etc., pendant lequel les autres qui attendent éventuellement derrière ne peuvent pas donner de documents, ou alors s'ils les donnent, ils seront considérés comme avoir été donnés plus tard. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on est un peu plus formel. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, et je suis preneur de toute expérience qui pourrait nous enseigner ou nous donner une idée sur comment on pourrait assouplir les choses. Et peut-être, je vais traiter maintenant la question des OVS, comme ça ce sera réglé. Donc un point qui a été soulevé, auquel on n'avait pas nécessairement pensé, c'est, Virginie Beaumeunier vous en a parlé, la question des communiqués de presse sur des OVS, afin de permettre aux autres éventuels membres de l'entente qui, par chance ou par malchance, d'un point de vue de la demande de clémence, n'auraient pas été visités. Donc, a priori, c'est une malchance de ne pas avoir été visité. Je le prends aussi comme quelque chose de positif. Le communiqué de presse pourrait avoir un intérêt. Alors, c'est vrai que la Commission est fréquemment en position de devoir confirmer publiquement que des inspections ont eu lieu. Nous, c'est arrivé une fois récemment dans le cadre de la DMLA, et c'est vrai qu'on est en train de réfléchir sur la question de savoir si, pour les raisons qui ont été suggérées dans le cadre du questionnaire Clémence, on devrait généraliser cette pratique. Là-dessus, on est évidemment ouvert à toute remarque et toute réaction que ça pourrait susciter. Et il y a une autre question, mais je ferai juste que l'aborder, qu'on se pose également en termes de clarification des process, c'est de savoir... Parce que les situations peuvent être différentes, notamment le Bundeskartelamt a une pratique un tout petit peu différente que celle qu'on voit dans d'autres États membres. Qu'est-ce qu'on fait des demandes de clémence qui arriveraient en cours d'OVS ? Alors effectivement, c'est vrai que peut-être que le débat est plus circonscrit en France, puisque une OVS c'est un jour, qu'à la commission où l'inspection peut durer plusieurs jours, mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait, la question étant principalement de savoir à partir de quand on considère que la demande est arrivée, le corollaire de cette question étant de savoir les pièces d'OVS, est-ce qu'elles sont considérées comme dans la panière de l'autorité, ou bien est-ce qu'elles sont considérées éventuellement dans la panière d'un demandeur de clémence qui nous le ferait. Là-dessus aussi, les débats sont ouverts, même si en termes de simplicité, parce qu'en fait je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, et même de logique de système, à mon sens, il faudrait considérer que les demandes de clémence sont ouvertes à partir de la fin des OVS, et que les pièces qui ont été en OVS sont des pièces qui sont prises par l'autorité, parce que c'est bien l'autorité qui est allée les chercher, et pas quelqu'un qui les a données. Voilà les points que je voulais évoquer. Merci beaucoup, Umberto. Pablo, do you want to add something on this point? Yes, very briefly, maybe on the informal contacts. Indeed, as Umberto pointed out, our procedure in the Netherlands seems to be a bit more flexible or less formal, let's say, than perhaps the French law dictates in some respects. In our experience, I do get a lot of pre-contacts, hypothetical contacts. Some lawyers
start talking on a hypothetical basis on a no-names basis, many and increasingly, they tell the names. They bring even the clients sometimes to pre-contact. And we discuss all sorts of things before deciding to come in. We are able to do that, and it works very well. There's a host of things, often complexities, structures of companies, all sorts of issues around employees to be discussed that are usefully discussed. And so in our experience, at the beginning, that can be useful, but it is also a kind of general approach that may seem a generality, but this really feeds into the whole way we try to deal with leniency applicants, which is to try to really understand, and we do understand increasingly, the potential complexities within undertakings. The stuff discussed this morning, how to prepare and how to work within an undertaking. We try to understand that, and we increasingly understand those, and we try to be also open to discussion along the way, even during a market period, for example. It's not our job to steer the internal investigation, but we're always open to pick up the phone and discuss stuff. And this sort of informal contact typically is extremely useful in our experience. Yeah. Merci beaucoup pour cette information. Nous avions déjà la pré-notification en contrôle des concentrations. Maintenant, nous allons avoir la pré-demande de clémence. Et ce qui est assez intéressant de voir, point de vue général, c'est lorsqu'on a des procédures qui sont quand même très encadrées, comment à chaque fois on essaye de sortir de ce cadre pour traiter les choses de manière plus souple. Alors, avant de vous redonner la parole, Pablo, parce que le temps tourne, pour nous dire un mot quand même des programmes de clémence pour les individuels, je voudrais revenir quand même en tant qu'universitaire sur la question du champ d'application des demandes de clémence. Je comprends bien la remarque d'Antoine Winkler et pour le hub and spoke et la nécessité d'évoluer, etc. Je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'il est fondamental que la clémence ne porte pas sur des pratiques qui donnent lieu à des contrats qui peuvent donner lieu à des contentieux devant le juge civil. Il y a eu des ambiguïtés à une époque, en particulier en France, et il y a une affaire qui a montré, je n'en dirai pas plus, même si elle est prescrite maintenant et quasiment dans le domaine public, qui a montré que c'était un nœud vraiment très difficile. Pourquoi ? Parce que vous avez éventuellement le demandeur de clémence qui va voir l'autorité, et en face, vous avez le co-contractant à qui on va imposer une rupture brutale du contrat et qui, bien sûr, va aller voir le juge de droit commun, juge étatique ou arbitre, ce qui fait encore une complication supplémentaire. Il va dire, mais rupture brutale du contrat, etc. Donc, dès qu'il y a je dirais, une pratique qui trouve appui sur un contrat, là c'était le cas, il n'y avait pas de doute dans l'affaire à laquelle je pense. Donne lieu à un contrat, par exemple, si dans une relation verticale, si vous devez apprécier la licéité d'un contrat de distribution, si c'est une clause qui pose problème, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une demande de clémence. Donc, peut-être il faudrait dire que la clémence doit jouer pour des pratiques secrètes et ne pas utiliser ce critère classique distinction horizontale-verticale qui est en train d'éclater précisément avec Internet. Alors voilà, c'était la seule remarque que je ferai parce que le temps passe et nous pourrions discuter très longtemps. Donc je me tourne maintenant vers Pablo pour qu'il peut-être ne conclue pas, mais il nous donne quand même brièvement quelques indications sur leniency for individuals. Thanks. Yes, since we're talking about the future of leniency, I thought it would be useful to point out a development that is going on. Obviously, leniency things become public in decisions and so on. So there haven't been that many decisions vis-à-vis individuals as of yet. This is a development that is starting in the Netherlands, has started a couple of years ago, and is increasingly starting in other member states. What I wanted to point out is that
this development is, in several respects, it's interesting. And it is kind of deepening the functioning of leniency programs, probably also at the national level. It was said this morning that there had been little or few leniency applications or no leniency applications on local bid rigging conduct. Well, we have them. And this kind of grassroots application of leniency programs may also be spurred by the fines imposed on individuals. We see now we have started to apply it more or less standard in all our cartel cases, even also in other cases. And we see that the German authority has administrative liability for individuals. We see the Belgians that have introduced it recently. We see the UK that are really pushing recently also on their own criminal responsibility. And increasingly we do see that this spurs leniency of companies. We've seen companies come forward very concretely because they saw, well, this guy is going to go himself if we don't go. And we see now the individuals even becoming part of the ECN parallel case handling. So there are individuals that apply at several competition authorities at the same time in related cases, for example, and individuals that are confronted like this. It really is starting to work like that. We have not yet imposed fines so far. We've imposed, I think, fines on a couple of dozens of individuals, all Dutch nationals, but this is likely to change. In a small economy like ours, we often deal in cartel cases with foreign companies, also foreign individuals. So this is kind of a new development to watch, and that for the future, I think is likely to play an increasing role in the ECN as well. Merci beaucoup pour cette ouverture. Alors nous n'allons peut-être pas développer ce point parce que c'est vraiment pour le futur. Juste peut-être une remarque d'Antoine Winkler qui, étant habitué aux procédures américaines, a peut-être une observation à faire avant que l'on donne la parole dans les quelques minutes qui restent à la salle. Bien sûr. Une chose qui me frappe beaucoup dans les affaires cartels récentes que j'ai vues, c'est de plus en plus l'opposition entre les incitations économiques, les incitations qui pèsent sur les sociétés et qui les amènent à faire des programmes de clémence par rapport aux incitations qui pèsent sur les individus. Et un des vrais problèmes des programmes de clémence en général, c'est que ces incitations ne sont pas alignées. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'intérêt, très souvent, d'un employé d'une société qui a un objectif de budget de court terme, qui sait qu'en moyenne, en France, la durée d'emploi pour un cadre supérieur au sein d'une société, ça doit se promener entre 3 et 5 ans, quelque chose comme ça, hein, en moyenne. Quelqu'un qui a cet horizon-là, et en plus, pas de risque un risque pénal extrêmement limité et pas de risque d'amende individuelle, cet individu-là n'a pas intérêt à ce que sa société, soit nécessairement conforme avec les contraintes de droit de la concurrence, et deux, à ce que la société fasse appel au programme de clémence de façon très très active. Et ça, on s'en rencontre tous les jours quand on est avocat, et c'est un vrai problème qui n'existe pas dans une large mesure aux États-Unis, ou par exemple même aujourd'hui au Brésil, où les individus courent des risques personnels très importants, et ils sont eux-mêmes partie prenante au programme de clémence. Et je crois que ça va être un chantier important. Merci beaucoup. Alors, la parole est à la salle. Nous avons encore 10 minutes. Je me tourne vers Virginie. 10 minutes ? Oui. Hein, puisque nous aurons dépassé avec le quart d'heure académique, nous serons presque dans les règles. Ouais. Aucune question ? Je mets mes lunettes quand même pour voir. Pardon, Joël Simon. MEDEF, j'ai peut-être une question pour Madame Tierno-Centella. Je voulais savoir votre appréciation de la divergence que je vois entre l'article 6 de la directive sur l'indemnisation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles et le code de commerce qui est
me paraît plus protecteur. Est-ce que vous pensez que ça peut poser des problèmes en pratique lors de la transposition? J'ai besoin qu'on m'explique le code de commerce, parce que je connais la directive. Explique-moi qu'est-ce qu'il y a dans les codes de commerce pour voir, parce que cela couvre toutes les informations et documents qui sont produits pendant la procédure, alors que l'article 6 se réfère à la demande, au contenu de la demande de clémence. Donc, c'est correct. Et la directive, bon, vous savez que la directive, à partir de ça, il n'est pas encore publié dans les journaux officiels, donc à partir de sa publication, il y a 2 ans pour se conformer, et ce n'est pas nécessaire de se conformer rétroactivement. Donc, pas de problème pour les codes de commerce de ce point de vue. On commence par les bases des choses. Maintenant, est-ce qu'il faudrait modifier les codes de commerce pour ça? J'imagine que oui, parce que la directive, effectivement, fait tout d'abord, et c'est la première fois qu'on le fait au niveau législatif, donne une définition de ce qui est clémence, de ce qui sont les corporate statements, les déclarations en vue de la clémence. Aussi, on le fait parce qu'on a dans notre système, lorsqu'on parlait de faire des procédures un peu plus rapides, on a le système des transactions, les settlements, et donc les déclarations en vue des transactions ont le même traitement dans la directive que les déclarations des entreprises dans le cadre de la clémence. Alors, effectivement, la directive distingue 3 sortes de documents, si vous voulez le voir, si on peut dire noir, blanc et gris pour faire les choses un peu plus claires. Donc, il y a une protection absolue pour ce qui sont les déclarations des entreprises en vue de la clémence, telle qu'est définie dans la directive, pas définie par les entreprises, sinon telle que définie par la directive, et pour les demandes de transactions. Et pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont des éléments qui n'existeraient pas sans la procédure devant la commission, dans laquelle les entreprises s'auto-incriminent. Et dans les cas de settlement, ils doivent le faire jusqu'au point de rédiger exactement l'affaire. Donc, c'est juste que si on veut une coopération de cette sorte, on puisse donner cette protection. On passe au blanc pour laisser le gris au milieu. Alors, on considère... Je suis en train de parler maintenant de la possibilité qu'ils doivent avoir les juges nationaux, de demander aux parties qui ont ces éléments de preuve. Je ne parle pas maintenant de demander à l'autorité. On parle de ça si vous voulez après. Maintenant, on parle des individus. Donc, il y a tous les autres documents qui peuvent exister dans mon dossier, mais qui existent en dehors de mon dossier, et surtout pour la commission, parce que, par exemple, les Allemands, les Bundeskartellamt, prennent les originaux dans les inspections. Nous ne prenons pas des originaux, nous prenons des copies. C'est-à-dire que les documents existent ailleurs. Et donc, ils n'ont pas besoin de mon dossier pour le faire. Mais s'ils existent indépendamment de mon dossier, ils existent dans la nature. Les juges peuvent l'avoir par d'autres moyens. Ils peuvent se le faire servir par des parties tiers ou par la partie qui est impliquée. Donc, ça c'est blanc. Ce n'est pas protégé du tout. Le fait de me donner quelque chose, moi, dans mon dossier, ne protège pas les documents. L'espace gris, c'est un espace temporaire. Et donc, il y a quelques documents qui n'arrivent pas à l'état d'être une déclaration seulement pour moi et qui seraient auto-incriminantes, mais qui sont des documents qui se produisent par nature dans la procédure de l'autorité de concurrence. Ça sera la même chose pour nous, tout simplement que, comme vous savez, les directives sont adressées aux États membres par la Commission. Nous avons nos propres textes et on devra faire quelque chose avec ça. Donc, c'est ce qui se passe, c'est que les communications de grief ou textes équivalents, parce que les différentes juridictions ont des textes équivalents, les avis, tout ça qu'on reçoit, c'est-à-dire tous les documents que l'autorité produit pendant la procédure envers l'autorité, aussi les demandes des renseignements. Et les réponses des entreprises à la communication de grief, aux demandes de renseignements, toutes ces autres choses qui existent à cause de la procédure, mais qui ne sont pas ces autres 2 grands volets, tout ça, c'est dans la zone grise, que c'est jusqu'à la résolution c'est-à-dire jusqu'on a fini l'inspection, l'investigation, c'est-à-dire une fois qu'on a pris une décision et que cette décision n'est pas en appel. C'est-à-dire qu'il y a un horizon temporaire, et après ce moment-là, et ça doit pouvoir être pris par les juges si on en a besoin pour les actions en dommages et intérêts. Donc, effectivement, vous avez raison,
et ces autres choses tombent dans l'espace gris et ils ne sont pas dans la protection absolue. Merci beaucoup. Nous aurons sûrement des colloques lorsque nous serons amenés à débattre du texte de transposition de la directive. Et il y a d'ores et déjà des colloques qui se multiplient sur le projet de directive, entre guillemets. D'autres questions, Madame? Je vous demanderai de vous lever et de vous présenter, même si on vous connaît bien sûr. Oui, Nicole Coutrelis, avocat, Coutrelis et associé. Sur cette question de la tension, effectivement, vous avez raison, Madame Ido, on va sûrement en parler dans de nombreux colloques. Mais quand même, on a une actualité très récente. Là, c'est un des derniers arrêts de la Cour de justice, l'affaire préjudicielle des ascenseurs, Cohn et autres. Et il y a un attendu dans cet arrêt où la Cour a l'air de dire: le programme de clémence de la Commission, c'est jamais qu'une procédure de la Commission, tant pis. Ce qui compte avant tout, le droit fondamental des entreprises, c'est d'être dédommagé au nom du principe général du droit de la responsabilité. Alors, je ne sais pas si c'était un attendu absolument nécessaire pour résoudre l'ensemble de l'affaire, mais il n'en reste pas moins que la Cour, là ou tout au moins la Chambre qui a pris cet arrêt, a l'air d'en faire un principe fondamental. Est-ce que là, on n'a pas une interrogation à nouveau, alors qu'on croyait savoir à peu près où on en était après les affaires Donna Okami? On se demande si ça ne va pas aller encore un peu plus loin contre la clémence pour l'indemnisation, à supposer qu'il y ait une réelle opposition souvent. Moi, franchement, on n'a pas lu ces arrêts de cette façon, peut-être à tort, mais avant de venir sur cet arrêt, pour donner un contexte, parce que vous avez vous-même parlé de Donna Okami, il faudrait parler de Donna Okami, de Fleiderer, aussi d'un arrêt, c'était une affaire du Royaume des Pays-Bas contre la Commission. Et il y a les affaires des ascenseurs. Effectivement, il y a Otis aussi avec le système parapluie. Je ne sais pas si vous êtes au courant du fait que c'est pour les dommages d'intérêt, les umbrellas. Et moi, je tiens à souligner que dans toutes ces affaires, la Cour a dû tout le temps constater le fait que notre programme de clémence à cet stade-ci, et comme je dis, il peut y avoir une évolution, et c'est écrit dans une communication de la Commission. Et donc, la Cour ne pouvait pas s'empêcher de voir qu'il n'y avait pas une pièce de législation pure et dure pour le maintenir. Et malgré ça, dans un contexte, par exemple, à Fleiderer, avec une jurisprudence très claire et très ancienne dans Courage, Grehan et tout le reste, dans laquelle il disait c'est un principe fondamental des droits communautaires que les entreprises, que les victimes des faits des entreprises par violation des droits de la concurrence doivent pouvoir recevoir des réparations qui seraient des réparations de ce qu'ils ont souffert et aussi des préjudices futurs. Malgré ça, et devant une législation allemande qui prévoyait la législation de donner accès à tout, elle a pris une position qui était en faveur de la leniency dans le sens qu'il a dit, mais malgré tout ça, il faut quand même tenir compte que la leniency est un instrument très important et qu'il faut protéger ça, donc il faut voir au cas par cas. Donc maintenant, il y a, je pense, un besoin, effectivement, de faire une protection très accrue. Mais on n'a pas lu les affaires qu'on est comme ça. Vraiment, on pense que ce qu'on nous demande, c'est d'être un peu plus clair dans la législation pour notre propre programme, d'avoir, comme on a fait dans la directive, une définition claire de ce qui est la clémence. Écoutez, nous pourrons peut-être poursuivre le débat autour du cocktail qui nous attend, mais là, nous sommes en train de dépasser le quart d'heure académique. Alors, à titre personnel, je vais remercier brièvement et vivement nos intervenants pour la qualité de leurs observations. Vous remercier tous et céder la parole à Thierry Dahan pour qu'il clôture la session. Alors, merci à vous tous et un remerciement spécial à Marisa qui s'est déplacée au dernier moment et qui a accepté de pallier l'absence d'un collègue. Il est toujours difficile de donner une conclusion générale sur des sujets comme ceci. Moi, je retiendrai deux choses. La première, et on l'a vu avec la dernière question, c'est qu'on avait traditionnellement l'idée des programmes de clémence comme étant
des initiatives des autorités concurrentes sans nécessairement une base légale. Et dans le cadre du communiqué de procédure de 2006, le Conseil, puis ensuite en 2009, avait quasiment fait son introduction en disant qu'à la différence de beaucoup d'autres pays, en France, il y avait une base législative. Et donc ce point est en train de changer. Et sur un certain nombre de sujets qui ont été évoqués, par exemple le fait de savoir s'il faut ou pas un avis de clémence en France, eh bien ça relève du Parlement et non pas d'une décision de l'autorité, puisque c'est dans le Code de commerce, alors que sur d'autres sujets, comme la question du chevauchement des fourchettes, pour savoir si quelqu'un qui était arrivé en 3e position pourrait être mieux récompensé que quelqu'un qui est en 2e, ça la loi ne dit rien, et ça pourrait relever d'une décision discrétionnaire de l'autorité. Et donc ce partage entre ce qui est dans la loi et ce qui va être une appréciation de l'autorité est en train de bouger, et y compris avec le dernier exemple, et avec des points qui peut-être n'étaient pas législatifs et qui vont le devenir. La deuxième remarque, et qui découle de celle-ci, c'est que là où il y a une marge de manœuvre des autorités, là où elles ne sont pas contraintes par le législateur, eh bien, il y a un arbitrage à faire, et ça a été très bien dit par Marisa, entre ce qui doit rester dans le flou pour des raisons d'efficacité et ce qui doit être précisé. Et donc, nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle les programmes de clémence viendraient combler les manques d'une législation ou d'une réglementation imparfaite dans laquelle il y aurait des trous en disant le législateur ne nous a pas tout dit, mais vous allez voir, le programme de clémence va éclaircir tout ça, les moindres recoins. Chaque fois que vous avez une question, ne vous inquiétez pas, nous allons rajouter un paragraphe et préciser les choses. Visiblement, nous ne sommes pas dans cette situation. Les programmes de clémence ont un objectif d'efficacité avant tout, on doit être pratique, il faut que les cartels soient démantelés si on s'en tient à ce type de pratique, et pour avoir cette efficacité, il n'est non seulement pas nécessaire, mais il semble bien qu'il soit utile de garder un certain flou et de garder un peu de brume à défaut d'avoir un brouillard trop épais. Voilà, je vous remercie tous et je vous invite à passer à côté. Merci beaucoup à nouveau.